Mon nom est Amélie Dubois. Et jusqu'à cette nuit-là, je pensais savoir exactement qui j'étais, la fille aînée d'un homme puissant, une déception silencieuse en talons de créateur. J'avais 34 ans, restauratrice d'art à Paris, le genre de femme qui sentait le vernis et les vieux livres, tandis que le reste de ma famille sentait l'argent et l'héritage. Puis, lors de la somptueuse fête du 70e anniversaire de mon père, tout a volé en éclats. Il a levé son verre, a souri au photographe, puis m'a giflé si fort que la pièce s'est figée. « Tu es une honte pour le nom de la famille, Amélie » a-t-il rugi. « Je te retire de mon testament de 215 millions d'euros. » Les invités ont eu le souffle coupé, les téléphones se sont levés, les flashs ont crépité. Certains ont ri, d'autres ont filmé, et moi, humiliée, tremblante, je suis sortie dans la nuit glaciale de Paris, le mascara coulant sur mes joues. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 avocats, et ils n'étaient pas envoyés par mon père. Quand la main de mon père a frappé ma joue, le son a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu. Les verres en cristal ont tinté, puis le silence. Seul le lent bourdonnement du lustre a rempli l'air avant que les murmures ne commencent. Les appareils photos se sont levés. Les gens souriaient derrière leur champagne. Est-ce qu'il vient d'eux? Oh mon Dieu, il l'a giflé. Je pouvais à peine respirer. La pièce a basculé, le sol tournoyant sous mes talons. Mon père, Richard Dubois, magnate de l'immobilier, se tenait droit dans son costume italien sur mesure, ses yeux gris plus froids que les piliers de marbre qui nous entouraient. « Tu penses pouvoir me faire honte, Amélie » a-t-il grondé. Une fille qui répare de vieux meubles au lieu de diriger l'entreprise. Tu n'es rien d'autre qu'une source d'embarras. Papa, s'il te plaît, ai-je suffoqué, sentant chaque regard me transpercer. Ce n'est pas le lieu. C'est exactement le lieu, a-t-il tonné. Peut-être que maintenant tu apprendras enfin ta valeur. Nul. Il a de nouveau levé son verre, souriant comme s'il venait de porter un toast. Autour de lui, les gens ont applaudi maladroitement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une cruelle blague familiale ou d'une véritable exécution publique de l'orgueil. Ma belle-mère, Viviane, impeccable dans sa robe émeraude, a posé une main parfaitement manucurée sur son bras. Richard, ça suffit, a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait, non de pitié, mais de peur. Je me suis détourné, retenant mes larmes, mais les flashs de dizaines de téléphones m'ont suivi. Mon jeune frère, Côme, l'héritier présomptif, m'a regardé avec un mélange de pitié et de victoire. Amélie, pas, c'est tout, a-t-il murmuré. Tu ne fais qu'empirer les choses. Empirer les choses. Comme si j'avais commencé quoi que ce soit. J'ai attrapé ma pochette, ignoré les murmures et me suis frayé un chemin à travers la foule. Dehors, la neige tombait doucement, assourdissant le bruit de la ville. Je suis resté là dans le froid, le souffle court, la joue en feu, le mascara coulant sur mes gants. Cette gifle n'était pas seulement peau contre peau. C'était 34 ans de ressentiment condensés en un seul acte brutal. Je n'avais jamais voulu de l'empire de mon père, seulement de son respect. Et maintenant, devant 200 personnes, il s'était assuré que le monde entier sache que je n'étais plus une Dubois. J'ai appelé un taxi, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les notifications explosant. Le hashtag milliardaire gifle sa fille était déjà en tendance. Le temps que j'arrive chez moi, la vidéo avait des millions de vues. Ma honte était devenue un contenu viral. J'ai verrouillé la porte de mon appartement, me suis laissé glisser au sol et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, l'échymose se formant le long de ma mâchoire, et je me suis murmuré, « Tu es libre maintenant. Tu es libre. » Mais je ne le croyais pas. Pas encore. Parce que la liberté ne devrait pas sembler si vide. Cette nuit-là, alors que la neige s'accumulait dehors, je ne savais pas que toute ma vie, mon nom même, était construite sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, quand on a frappé à ma porte, ce n'était ni la presse ni mon père implorant mon pardon. C'était quelque chose de bien plus incroyable. Au début, j'ai cru que c'étaient les journalistes. Les coups sur ma porte étaient secs et réguliers, 3 coups précis qui ont fait trembler le café dans ma tasse. J'ai hésité, le cœur encore à vif après le chaos de la nuit dernière. Mademoiselle Dubois a appelé une voix de femme, calme et professionnelle. Nous sommes ici de la part de votre père biologique. Je me suis figé. Père biologique? J'ai entrouvert la porte de quelques centimètres. Devant moi se tenaient 3 personnes qui semblaient sorties tout droit d'une série judiciaire.
Une grande femme aux cheveux striés d'argent, soigneusement attachée, flanquée de 2 hommes en costumes impeccables. La femme m'a tendu une carte de visite. Judith Bernard, associée principale. Bernard est associé LLP. Pouvons-nous entrer, mademoiselle Dubois, demanda-t-elle doucement. Cette conversation ne doit pas se tenir dans un couloir. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Mon appartement, petit, encombré de matériel d'art et de projets inachevés, m'a soudain semblé être un confessionnal. Judith s'est assise à ma table de cuisine, croisant les mains. Mes collègues sont Monsieur Roland et Monsieur CHAN, nous représentons Monsieur Mathieu Carpentier. Le nom ne me disait rien. Qui? Elle a inspiré lentement. Votre père biologique, mademoiselle Dubois. Il vous cherche depuis 35 ans. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai ri, un mélange d'incrédulité et d'hystérie. Vous vous êtes trompé de personne. Mon père est Richard Dubois, malheureusement toujours bien vivant et criant après les nouvelles. Judith a échangé un regard avec le plus jeune homme. Il a ouvert une mallette en cuir et a soigneusement posé un mince dossier sur la table. Mon nom, Amélie Dubois, était imprimé nettement sur l'onglet. Ce dossier, a dit Judith en le faisant glisser vers moi, contient des archives de la police judiciaire de Nantes. Une affaire d'enfant disparu, 1er juin 1990, nourrisson de sexe féminin, 6 mois. Nom, Léa Carpentier. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Ce n'est pas moi. Le regard de Judith s'est adouci. Votre ADN dit le contraire. Je l'ai dévisagé, attendant la chute qui n'est jamais venue. Puis elle a sorti une photographie, un jeune couple souriant dans un parc, tenant un bébé enveloppé dans une couverture jaune. L'homme avait les cheveux noirs et les yeux verts. La femme avait mon sourire, exactement mon sourire. Ceci a été pris 2 semaines avant l'enlèvement, a dit Judith doucement. Le bracelet au poignet du bébé. Vous semble familier? J'ai baissé les yeux sur mon propre poignet. Le petit bracelet en argent que je portais depuis l'enfance, gravé d'une minuscule locomotive, scintillait à la lumière du matin. Mon souffle s'est coupé. Non, ai-je murmuré. C'est mon père qui me l'a donné. Il a dit que c'était un héritage familial. La voix de Judith s'est faite plus douce, presque maternelle. C'en était un. Simplement pas de sa famille. Quelque chose s'est brisé en moi. La pièce a semblé se replier sur elle-même, et je me suis effondré sur la chaise. Mon père, l'homme qui m'avait giflé, renié, n'était pas mon père du tout. Et les gens que j'appelais ma famille avaient construit toute ma vie sur un mensonge. Judith a ouvert complètement le dossier, ses doigts manucurés se déplaçant avec une précision chirurgicale. Page après page a glissé sur ma table de cuisine, rapport, photos jaunies, coupures de presse. Voici le dossier officiel de l'enlèvement de Léa Carpentier le 14 juin 1990, a-t-elle commencé. Vous avez été enlevé au parc de procès à Nantes, en Loire-Atlantique, pendant que votre nounou était distraite par une femme qui demandait son chemin, j'ai porté une main tremblante à mes lèvres. C'est insensé. Ma mère, Viviane, elle n'aurait pas pu. Viviane Dubois, a interrompu doucement Judith, correspond au portrait robot vieilli de la suspecte que la police avait il y a 35 ans. La police judiciaire a rouvert l'affaire il y a 3 mois après qu'une correspondance ADN soit apparue dans une base de données généalogiques. Cette correspondance, c'était vous. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma voix s'est brisée. Vous dites qu'elle m'a kidnappé? Oui, a dit Judith doucement. Elle et Richard Dubois ont falsifié des documents d'adoption par le biais d'une agence fermée en Espagne. Ils ont payé un employé pour antidater le tout. Le plus jeune avocat, Monsieur Chan, a ouvert un autre dossier et a produit un acte de naissance. Mon acte de naissance, pas celui auquel j'avais cru toute ma vie. Votre mère biologique était Éléonore Carpentier, une enseignante. Votre père, Mathieu, est un ingénieur aérospatial. Il a passé les 3 dernières décennies à bâtir l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable de France et à vous chercher. J'ai regardé la photo que Judith a glissée à côté, Mathieu et Éléonore devant une petite maison, tenant un bébé. Moi, bébé. Ma poitrine s'est serrée comme si une sangle se resserrait autour de mes côtes. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Pourquoi moi? La voix de Viviane a résonné dans ma mémoire. Après 3 fausses couches, je pensais que je ne serais jamais mère. Les mots prenaient un tout autre sens maintenant.
Judith a continué, votre nounou de l'époque, Maria Santos, a confessé sur son lit de mort qu'elle avait été payée 47 000 € pour détourner le regard pendant 5 minutes. Elle pensait que c'était une adoption privée, pas un enlèvement. Quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle était trop terrifiée pour se manifester. J'ai eu la nausée. Je voulais crier, tout nier. Mais la preuve était là, nette, chronologique, indéniable. Monsieur Roland, l'avocat plus âgé, a parlé pour la première fois, sa voix aimable mais ferme. Monsieur Carpentier n'a jamais perdu espoir. Il mettait à jour son testament chaque année, laissant une place à sa fille au cas où elle serait retrouvée. Amélie, cette fille, c'est vous. Un silence lourd s'est installé entre nous. La fortune de Monsieur Carpentier est estimée à plus de 1,85 milliard d'euros, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. L'argent ne l'intéresse pas. Il veut juste revoir son enfant. Des larmes ont rempli mes yeux. Je ne savais pas si elles venaient du choc, du chagrin ou de la compréhension soudaine que toute mon existence, chaque anniversaire, chaque photo, avait été la tragédie de quelqu'un d'autre. La voix de Judith s'est adoucie. Il attend en bas, Amélie. Si vous êtes prête, il aimerait vous rencontrer. Mon cœur s'est arrêté. Il est ici. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Ma respiration était courte, irrégulière. Mon esprit répétait sans cesse une seule phrase, il attend en bas. Judith se tenait tranquillement, me laissant le temps de digérer. Le tic-tac de l'horloge sur mon mur semblait assourdissant. J'ai essuyé mes joues, pris une inspiration tremblante et j'ai finalement murmuré, d'accord, je vais le rencontrer. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Mon reflet dans les portes métalliques semblait pâle, inconnu, comme une étrangère portant mon visage. Lorsque les portes se sont ouvertes, la lumière du matin a inondé l'espace, presque aveuglante. Près de l'entrée de l'immeuble se tenait un homme en manteau gris foncé, grand, calme, mais avec des yeux qui portaient 35 ans de perte. Ses cheveux argentés brillaient faiblement sous les lumières du hall. Quand il m'a vu, il s'est figé, et pendant un instant, j'ai vu exactement les mêmes yeux verts que ceux qui me regardaient sur la photo à l'étage. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il a simplement murmuré, « Léa ?» Ma gorge s'est nouée. Je crois que oui, ai-je réussi à dire, les larmes coulant déjà sur mon visage. Il a fait un pas hésitant en avant, la voix tremblante. Tu l'as toujours ? Le bracelet ? J'ai baissé les yeux. Le petit train en argent brillait doucement à mon poignet. C'est vous qui me l'avez donné, ai-je demandé, la voix brisée. Sa réponse fut un simple hochement de tête. Et puis, c'est ta mère qui l'a choisi. Elle disait que tu adorerais le bruit des trains. Il a couvert sa bouche d'une main, essayant de contenir un sanglot. Pour un homme qui avait bâti un empire, il avait l'air complètement fragile. J'ai porté le bracelet assorti tous les jours, a-t-il dit. Chaque jour, en espérant te revoir porter le tien. Je n'ai même pas réalisé que j'avais bougé avant de me retrouver devant lui. Quand ses bras m'ont entouré, quelque chose s'est ouvert en moi. Il sentait légèrement le cèdre et la pluie, comme un foyer que je n'avais jamais connu mais qui m'avait toujours manqué. Pour la première fois depuis cette nuit horrible, je me suis senti en sécurité. Nous sommes restés là longtemps, juste à respirer. Quand nous nous sommes finalement écartés, il a essuyé ses yeux, souriant à travers ses larmes. Ta mère. Elle aurait adoré te voir. Elle est décédée il y a 5 ans, mais elle n'a jamais cessé de croire que tu étais vivante. Les mots m'ont frappé plus fort que la gifle de la veille. Elle n'est plus là, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Mais elle t'a laissé quelque chose. Des lettres, des journaux, même la chambre d'enfant qu'elle a gardée intacte toutes ces années. Un sanglot s'est échappé de ma gorge. Elle a gardé ta chambre. Elle a refusé que je la repeigne, a-t-il dit, la voix tremblante d'amour et de chagrin. Chaque anniversaire, elle laissait un petit cadeau à l'intérieur. Elle disait qu'un jour tu rentrerais à la maison pour les ouvrir. Je me suis couvert le visage, pleurant dans mes mains. Tout ce que j'avais perdu. Tout ce que je n'avais jamais connu m'attendait depuis le début. Ce matin-là, dans les bras du père que je n'avais jamais rencontré, j'ai enfin compris, parfois, la famille n'est pas celle qui vous élève, c'est celle qui ne cesse jamais de vous chercher. 2 semaines plus tard, le monde qui s'était effondré autour de moi s'est de nouveau brisé. Mais cette fois, ce n'était pas ma vie qui était détruite. C'était la leur.
J'étais assise dans la voiture de Mathieu, garée en face du golf de Saint-Cloud, le même endroit où Richard Dubois, j'avais encore du mal à l'appeler autrement, jouait au golf tous les mardis. Mon téléphone a vibré avec un message de Judith. Ça commence. Reste dans la voiture. À l'intérieur du club, des rires résonnaient depuis la terrasse. Je l'ai vu, impeccable comme toujours, portant son polo blanc immaculé, riant avec ses partenaires d'affaires comme si de rien n'était. Viviane se tenait à ses côtés, son chapeau de soleil incliné juste comme il faut, sirotant son mimosa. L'image parfaite du contrôle. Puis les voitures de la police sont arrivées. Les portières ont claqué. Des agents de la brigade de répression du banditisme, BRB, en sont sortis. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le sourire de Richard Dubois disparaître. Il s'est tourné, la confusion vacillant, puis la colère. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il crié, reculant alors que deux agents s'approchaient. Richard Dubois. Viviane Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Léa Carpentier il y a 35 ans, a dit l'un d'eux, la voix stable et assez forte pour que la foule l'entende. Des halètements ont parcouru la terrasse. Les golfeurs se sont figés en plein swing. Les téléphones sont sortis, enregistrant toute une justice poétique en temps réel. C'est insensé, a hurlé Richard, sa voix se brisant alors qu'il lui saisissait les poignets. C'est moi qui l'ai élevée. C'est ma fille. Non, ai-je murmuré depuis la voiture, regardant à travers la vitre. Vous m'avez volé. Viviane s'est mise à sangloter, le mascara coulant sur ses joues. Nous voulions juste un enfant, a-t-elle pleuré, comme si cela pouvait effacer 35 ans de tromperie. Je l'aimais. Mais un amour construit sur des mensonges reste une cage. Quand ils les ont conduits aux voitures, les mêmes mondains qui avaient autrefois enregistré mon humiliation capturaient maintenant leur chute. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que le voir emmener menotter réparerait quelque chose en moi. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais seulement vide. Mathieu a tendu la main et l'a posée doucement sur la mienne. « Tu n'es pas obligé de regarder » a-t-il dit doucement. « Si » ai-je murmuré. « Ils vous ont pris 35 ans, avouez à moi. Je dois voir comment ça se termine. » Le regard de Richard a croisé le mien à travers la foule alors qu'on le poussait à l'arrière de la voiture de police. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère, pas de supériorité, seulement quelque chose qui ressemblait à du regret. Ses lèvres ont formé les mots « Je suis désolé. Je me suis détourné. » Le monde entier allait savoir maintenant. Tous les journaux, toutes les chaînes. La famille parfaite Dubois n'était qu'une histoire tissée de mensonges et de peur. Cette nuit-là, alors que les gros titres flambaient, un couple de milliardaires arrêtés dans une affaire d'enlèvement vieille de plusieurs décennies, j'étais assise dans mon appartement, regardant mon reflet. Je n'étais plus Amélie Dubois. J'étais Léa Carpentier. Et pour la première fois, ce nom ne me semblait pas être celui d'une étrangère. C'était la vérité. Quand les audiences ont commencé, mon monde s'est transformé en un tourbillon de gros titres et de témoignages. Toutes les chaînes voulaient une interview. Tous les magazines voulaient une photo. Mais tout ce que je voulais, c'était le silence et des réponses. Mathieu a refusé toutes les offres d'exploiter l'histoire. On ne vend pas la douleur, a-t-il dit simplement. Au lieu de ça, il m'a ramené à la maison, non pas à son manoir ou au siège de son entreprise, mais dans une modeste maison à 2 étages surplombant la Côte d'Amour. C'est ici, a-t-il dit doucement en ouvrant la porte d'entrée, que ta mère a continué d'attendre. Dès que je suis entré, l'air a changé. L'odeur de vieille lavande et de sel marin emplissait l'espace. Tout était figé dans le temps, le papier peint floral, le cheval à bascule dans le coin, même une photo jaunie d'une petite fille avec un bracelet en argent scotché sur le frigo. Mes mains tremblaient lorsque Mathieu m'a tendu une petite boîte en bois. Le loquet a grincé quand je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, toutes adressées d'une écriture cursive délicate, à Maléa, pour quand tu rentreras à la maison. Je ne pouvais plus respirer. Mes genoux ont fléchi. La première lettre était datée du 14 juin 1990, le jour où j'ai été enlevé. Ma douce petite, si jamais tu trouves ceci, sache qu'il ne se passe pas un jour sans que je croie que tu es toujours quelque part. Quand j'entends un sifflet de train, je t'imagine en train de rire. Quand la pluie frappe la fenêtre, je t'imagine dormant en sécurité quelque part. Des larmes ont éclaboussé la page. Ma vision s'est brouillée en lisant la suivante. Ton père t'a construit un coffre à jouets.
Il est toujours dans ta chambre. Il le cire chaque année pour ton anniversaire. Nous n'arrêtons jamais de te célébrer. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai sangloté, des sanglots profonds et douloureux qui venaient d'un endroit que les mots ne pouvaient atteindre. Mathieu s'est agenouillé à côté de moi, ses propres larmes coulant en silence. Elle était extraordinaire, a-t-il murmuré. Quand la police nous a dit que la piste était froide, elle a refusé d'abandonner. Chaque année, elle envoyait une photo de nous au service des enfants disparus. Elle disait, si jamais elle nous voit, elle saura où est la maison. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Les murs de la chambre d'enfant étaient toujours peints en jaune pâle. Sur l'étagère, il y avait une rangée de petits livres, leur dos craquelé par des années d'attente. J'ai manqué toute sa vie, ai-je dit, la voix brisée. Mathieu a secoué doucement la tête. Elle ne voudrait pas que tu penses comme ça. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Je suis retourné aux lettres, les lisant une par une jusqu'à ce que la lumière extérieure baisse. Chacune était un battement de cœur, chaque mot un pont tendu à travers le temps et le chagrin. Et pour la première fois, le vide en moi, celui creusé par les mensonges et la perte, a commencé à sembler un peu moins vide. Parce que même si ma mère était partie, son amour m'avait attendu depuis le début. Les semaines ont passé, et la vie est devenue un étrange mélange de liberté et de deuil. Les médias sont passés au scandale suivant, mais je vivais toujours au milieu des cendres de deux vies, Amélie Dubois, la fille du privilège et de la cruauté, et Léa Carpentier, l'enfant qui avait été volé, aimé et perdu. Le tribunal m'a convoqué pour témoigner lors du procès de Richard et Viviane. Judith a dit que je n'étais pas obligé de leur faire face, mais je savais que je devais le faire. Le point final ne vient pas du silence. Il vient de la confrontation. Quand je suis entré dans la salle d'audience, tous les regards se sont tournés vers moi. Richard était assis à la table de la défense, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, mais l'arrogance avait disparu. Viviane semblait plus petite, ses mains tremblant sur ses genoux. Le juge m'a appelé à la barre, mes talons résonnant sur le sol poli. Déclinez votre identité pour le procès-verbal, a dit le greffier. J'ai pris une profonde inspiration. Léa Éléonore Carpentier. Pendant un instant, la salle est restée silencieuse. Le regard de Richard s'est levé vers moi, une lueur d'incrédulité, peut-être même de honte. Mademoiselle Carpentier, a commencé le procureur. Pouvez-vous dire à la cour ce dont vous vous souvenez de votre éducation? J'ai dégluti difficilement. Je me souviens qu'on m'a dit que l'amour était conditionnel, ai-je dit, ma voix tremblante au début, mais devenant plus forte. Que le succès signifiait l'obéissance. Que l'affection devait se mériter. Je ne réalisais pas jusqu'à maintenant. Rien de tout cela n'était de l'amour. C'était du contrôle. La mâchoire de Richard s'est crispée. Viviane a commencé à pleurer doucement, murmurant « Je suis désolé, Amélie ». Je me suis tourné vers elle. Mon nom est Léa. Le procureur m'a fait signe de continuer. Je pensais que l'approbation de mon père était la seule chose qui comptait, ai-je dit, la gorge nouée. Mais maintenant, je comprends quelque chose, un amour qui détruit l'esprit de quelqu'un n'est pas de l'amour du tout. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez entraîné à avoir peur de vous décevoir. Les larmes ont brouillé ma vision. Mais vous n'avez pas pu effacer qui j'étais vraiment. Même après tout, la vérité m'a quand même retrouvé. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement des touches du sténographe. Richard s'est levé brusquement, ignorant la main de son avocat sur son bras. « Je voulais te donner une vie, a-t-il crié, meilleure que celle que tu aurais eue. » Le marteau du juge a claqué. « Monsieur Dubois, asseyez-vous. » Mais je n'ai pas bronché. J'ai croisé son regard, le même regard qui m'avait autrefois regardé avec dégoût, et j'ai dit doucement, « Vous ne m'avez pas donné la vie. Vous l'avez volée. » Son visage s'est décomposé. Il s'est rassis, vaincu. Quand j'ai quitté la salle d'audience, l'air froid extérieur m'a frappé comme un vent purificateur. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Mathieu attendait près des marches, tenant un manteau chaud ouvert pour moi. « Tu t'en es bien sorti » a-t-il dit doucement. « Non » ai-je murmuré en prenant son bras. J'ai enfin fait ce qui était juste. Pour la première fois, je ne fuyais pas mon passé. Je l'affrontais et je marchais vers quelque chose de réel. Cela fait 6 mois depuis le verdict. Richard et Viviane ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation d'enlèvement,
de fraude et d'obstruction. Ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux. Deux personnes qui ont bâti leur empire sur la tromperie, maintenant confinées par leurs propres mensonges. Les nouvelles ont appelé cela le scandale Dubois du siècle. Mais pour moi, ce n'était pas un scandale. C'était une libération. J'ai vendu mon appartement à Paris. Je ne supportais plus la ville. Chaque coin de rue murmurait le fantôme de celle que j'étais. Mathieu m'a offert tout ce que je voulais, une maison, une fiducie, même un siège au conseil d'administration de son entreprise. Mais je lui ai dit non. J'ai besoin de construire quelque chose par moi-même, ai-je dit, quelque chose d'honnête. Alors, j'ai ouvert un atelier à Nantes, la ville où tout a commencé. Je l'ai appelé les mains d'Éléonore, en l'honneur de la mère qui n'a jamais cessé de croire que je reviendrais. L'endroit sentait à nouveau la sueur et le vernis, comme avant. Mais cette fois, ce n'était pas une évasion. C'était un hommage. Parfois, Mathieu me rend visite. Il s'assoit tranquillement, me regardant restaurer des pièces anciennes, redonnant vie à des choses que le temps a oubliées. « Tu tiens ça d'elle ?» m'a-t-il dit une fois, en souriant. Éléonore réparait tout. Les jouets cassés, les chaises cassées, les cœurs brisés. Chaque soir avant de fermer, j'allume une bougie à côté de la boîte de lettres de sa part. J'ai lu chacune d'entre elles au moins une douzaine de fois. Son écriture est devenue une carte que je suis pour retrouver la paix. Une lettre, la dernière qu'elle ait jamais écrite, se termine par ces mots: « Si jamais tu retrouves le chemin de la maison, ma chérie, souviens-toi que ta vie n'a pas commencé avec ce qui a été volé. Elle commence avec ce que tu choisis de reconstruire. » J'ai mémorisé cette phrase. C'est devenu mon mantra. Le bureau en acajou que j'avais autrefois restauré pour Richard se trouve maintenant dans mon atelier. Mathieu l'a acheté à la vente aux enchères de la succession, insistant sur le fait qu'il devait rester là où il appartenait, avec toi. Au début, je voulais le brûler. Mais j'ai réalisé que ce bureau ne le représente pas. Il me représente, moi, la femme qui a transformé la douleur en un but. Un après-midi, alors que le soleil inondait les fenêtres de l'atelier, Mathieu m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait le bracelet en argent assorti, celui qu'il avait porté pendant 35 ans. Je pense, a-t-il dit doucement, qu'ils devraient être à nouveau ensemble. Je l'ai attaché à côté du mien, sentant le métal froid contre ma peau, deux moitiés d'une promesse enfin réunies. Je ne suis plus Amélie Dubois. Je suis Léa Éléonore Carpentier. Et bien que mon histoire ait commencé par des mensonges et des pertes, elle se termine ici, dans la vérité, le pardon et le doux bourdonnement d'un atelier au bord de la mer, où chaque pièce que je restaure me donne l'impression de réparer une petite partie de moi-même. Parce que parfois, la vie que vous étiez censé vivre est celle que vous devez construire de vos propres mains.